c'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de pouvoir. Personne ne perd le contrôle au point d'assassiner son compagnon ou sa partenaire. C'est vraiment qu'on décide de poser l'acte ultime, mais d'aller assassiner la personne qu'on aime normalement pour lui faire comprendre justement que c'est nous qui décidons de tout. Il y a quelques années, j'ai accompagné une femme à la banque, quelque chose de simple, on pourrait penser, d'aller au guichet automatique pour retirer son propre argent. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Elle est descendue en bas de chez elle pour récupérer quelque chose et monsieur est rentré chez elle par infraction, s'est caché dans son garde-robe. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode présenté par notre partenaire officiel, les fruiteries urbaines Fraîchement Bon. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur site web fraîchementbon.ca pour consulter leurs spéciaux de la semaine et également leurs adresses. Avant de présenter mes invités aujourd'hui, j'aimerais faire une mise en garde. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit des sujets sensibles qu'on aborde. Donc, si ça suscite des émotions fortes chez certaines personnes, je vous suggère de faire pause et d'aller chercher de l'aide et du soutien. J'aimerais également mentionner que je ne suis pas thérapeute ni professionnelle de la santé. Le but vraiment aujourd'hui du balado, c'est d'aider, de sensibiliser et d'être un message porteur d'espoir. J'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités aujourd'hui, deux intervenantes psychosociales qui œuvrent à l'organisme à but non lucratif de l'Ado Finel, qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, Inde et Roxane, merci beaucoup d'être présentes aujourd'hui. Merci à toi, Sabrina. Donc, avant d'aller plus loin dans la discussion qui est la violence conjugale aujourd'hui, j'avais envie d'en connaître un peu plus sur votre parcours. Comment la vie a fait en sorte que vous êtes retrouvés un jour à l'Ado Finel? Bien, je peux commencer. Moi, je m'appelle Roxane. Merci de l'invitation aujourd'hui. En fait, moi, comment je me suis ramassée à l'Ado Finel? J'ai commencé, en fait, tout d'abord, j'ai fait des études en criminologie à l'Université de Montréal. Donc, je suis diplômée en criminologie. Je ne suis pas criminologue, par contre, c'est important de le dire. Je ne fais pas partie de l'ordre. Donc, dans le cadre de ma dernière année d'études, j'ai été comme stagiaire à l'Ado Finel en 2012. Donc, suite à ce stage-là, en 2012, je n'en suis jamais repartie. Donc, moi, j'ai travaillé vraiment sur le plancher auprès des femmes victimes de violences conjugales, donc à la maison d'hébergement d'urgence. On va avoir un peu plus le temps d'en parler tout à l'heure. Donc, j'ai travaillé essentiellement là, sur les différents volets de services qu'offre l'Ado Finel et depuis peu, je suis maintenant au volet de prévention et sensibilisation depuis 2 ans. Donc, prévention et sensibilisation, on offre des ateliers dans la communauté. C'est un projet qui a démarré un peu avant la COVID. Donc, à ce moment-là, moi, ensuite, je suis devenue, en fait, maman. Donc, j'ai 3 petits cocos aussi. Donc, je suis partie, merci, pour quelques temps en congé de maternité et très heureuse d'être de retour depuis 2 ans là, au volet de prévention et sensibilisation que j'occupe avec ma collègue Inde. Hey, ça fait quand même plusieurs années là, que tu es dans les murs de l'Ado Finel. Oui, 12 ans. Puis honnêtement, je me vois pas ailleurs. Vraiment, quand on met les pieds à l'Ado Finel, c'est la petite blague qu'on dit toujours, on n'en ressort pas. Positivement quand même, vraiment, on est à la bonne place. Très heureuse de travailler là-bas. Des beaux projets aussi pour nous. C'est une mission qui est très importante aussi pour moi, d'accompagner les femmes, d'aider, de soutenir. C'est vraiment une mission là, que je suis très fière d'accomplir là, au quotidien. Et toi, Inde? Ben moi, c'est Inde. Donc, je suis travailleuse sociale de formation, de métier depuis 10 ans maintenant. Pour la petite histoire qu'on aime dire en atelier avec Roxane, j'ai aussi été stagiaire, en fait, en 2014 à l'Ado Finel. Je pense que ça s'entend à mon accent, je suis française, donc travailleuse sociale française. Et de par mes études, en fait, lors de ma dernière année, j'ai eu l'opportunité de faire un stage international. Et j'ai effectué ce stage à l'Ado Finel. Donc, c'était un stage de 8 mois à peu près. J'y ai mis mes premiers pieds, la première fois en tout cas. Et comme le dit Roxane, quand on y met les pieds une fois, c'est difficile d'en sortir de l'Ado Finel, mais de façon positive. Je suis rentrée en France parce que je suis aussi maman de 2 enfants. Et depuis 2022, de retour au Québec, j'ai travaillé en tant que TS pour le réseau, donc au CLSC, au soutien à domicile pour les personnes aînées. Mais je suis toujours restée en contact avec l'Ado Finel, je suivis toujours l'actualité de l'Ado Finel. Je suis restée aussi amie avec les collègues de travail et la direction qui m'a gentiment offert la possibilité de revenir au volet prévention et sensibilisation. Et pour moi, ça a fait sens directement, en fait. Ça correspondait énormément avec ce que je visais
pour la suite, en tout cas, de ma carrière de travailleuse sociale. Et puis honnêtement, j'en suis très heureuse et comme le dit Roxane, moi, je me vois nulle part ailleurs. C'est une mission qui est certes difficile, le mandat est difficile, mais tellement enrichissant et ça nous apporte beaucoup, même à nous en tant qu'intervenantes. Et en plus, ben voilà, d'être en soutien auprès de ces femmes-là qui vivent des moments difficiles, nous, ça nous apprend énormément aussi. Donc, très contente et heureuse d'être là aussi ce matin. Mais c'est ce qu'on ressent vraiment, c'est votre passion. T'sais, on sent vraiment que vous êtes sur votre X puis que vous mettez tout en œuvre pour faire une différence au niveau de votre travail. Puis, comme vous savez, je suis nouvellement sur le CA de la Dauphinelle. Puis moi aussi, j'ai connu l'organisme en 2019. Je suis tombée en amour avec la cause, mais aussi avec l'équipe. Parce qu'on sent vraiment que vous êtes des personnes non seulement passionnées, mais très proactives. Puis je pense, en tout cas, j'ai plein de choses à raconter aujourd'hui parce que je trouve que c'est fascinant. Puis merci de faire le travail que vous faites. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un podcast avec votre directrice générale, Sabrina Lemeltier, mon 3e épisode, où on parle de long et en large de la Dauphinelle et de tous les services que vous offrez. Donc, j'invite les auditeurs qui veulent en savoir davantage à aller écouter ce premier épisode-là. Mais dans vos mots, brièvement, pour ceux qui écoutent aujourd'hui, c'est quoi exactement la Dauphinelle? La Dauphinelle est un centre d'hébergement donc pour les femmes et enfants qui sont victimes de violences conjugales. Donc c'est un hébergement sécuritaire qu'on leur offre. Il y a une possibilité de séjour de 2 mois. Donc on s'entend que 2 mois c'est court. On ne se sort pas de la violence conjugale en 2 mois. Ça prend un peu plus de temps. Mais durant ces 2 mois, on va pouvoir en tout cas leur offrir cet espace sécuritaire, les accompagner dans toutes les démarches administratives qu'elles vont devoir entamer à partir du moment où elles décident de quitter la relation. On a quand même un mandat aussi d'admission pour les femmes qui vivent d'autres problématiques sociales qui ne sont pas la violence conjugale, mais on a une toute petite place pour ces femmes-là, malheureusement. Mais une personne qui est en difficulté au niveau de la stabilité financière présentement, qui n'a pas d'hébergement, par exemple, toute autre problématique sociale qui font qu'elle se retrouve en difficulté d'avoir un hébergement, d'avoir un logement. Donc, on va pouvoir lui offrir aussi cet hébergement sécuritaire pour une durée de 2 mois. Et pareil, de la même façon que pour les autres victimes de violences conjugales, on va l'accompagner aussi vers une reprise d'autonomie, une reprise de pouvoir pour pouvoir retrouver un hébergement par elle-même. Puis aussi, ce qui est important de dire, c'est que la Dauphinelle, c'est pas juste un hébergement. On n'est pas juste un toit. On offre plein de services dans la communauté. On a, par exemple, Annonciata, qui est l'intervenante des services post-hébergement. Donc, chaque femme qui quitte la maison d'hébergement au bout de 2 mois ou après un hébergement dans nos appartements transitoires sécuritaires, va être accompagnée dans la communauté. Il va y avoir du réseautage. On va poursuivre l'accompagnement au niveau, par exemple, du divorce, de la garde des enfants, de la plainte aux criminels. L'enfant, ils sont pas laissés à elle-même. Exactement. Puis c'est des processus qui peuvent perdurer sur des mois, voire même des années. Donc, on va les accompagner. Il n'y a pas de délai. Tant qu'elles auront besoin de nous, on va être là pour elles. Et puis, donc, il y a toute une sorte... il y a tout plein de services là, comme ça qui se développent dans la communauté. On a aussi les services externes qui servent à accompagner et soutenir les femmes et les enfants qui ont besoin d'accompagnement et qui ne veulent pas venir en maison d'hébergement. Pour plusieurs raisons, il y a des femmes qui ont une solution, sont en mesure d'être logées par des amis, sont en mesure de se trouver par elles-mêmes un autre logement. Ou, par exemple, ça peut être aussi des femmes qui n'ont pas de place. Hein? C'est aussi un autre enjeu qui est très important. Il y a une pénurie de place. On a un manque de place pour les femmes en situation de violence conjugale. Donc, pour ne pas les laisser à elles-mêmes, le service externe est là pour créer un filet de sécurité autour des femmes. Et le dernier volet, c'est le volet de prévention et sensibilisation dont on est très content d'être en charge. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'aller dans la communauté. C'est vraiment de faire ressortir cette expertise-là que nous avons développée dans les murs de la maison d'hébergement et la vulgariser à monsieur, madame, tout le monde, donner des ateliers, parler des tabous, aborder les différents mythes qui entourent la violence conjugale. Puis comme vous disiez, c'est assez récent, là, ce volet-là de prévention et sensibilisation. Oui. Puis comment c'est reçu aujourd'hui dans la communauté? Moi, je dirais que c'est très bien reçu, honnêtement, pour ajouter à ce que disait Roxane. En plus, voilà, d'offrir simplement des ateliers. Notre but principal, c'est vraiment d'offrir des outils pour les personnes qui peuvent se retrouver à vivre de la violence conjugale, peuvent faire partie d'un entourage proche, familial, amical,
Au travail aussi, un collègue ou une collègue de travail qui vit la situation, on en est témoin, on a eu le retour d'expérience de la personne, mais on ne sait pas quoi faire. Comment faire, à partir de quel moment on doit agir, jusqu'où on est censé agir et surtout à qui faire appel dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment le mandat le principal, en tout cas de nos ateliers de sensibilisation. Le public répond à la demande. Il y a un besoin de toute façon partout, comme on le dit avec Roxane très souvent, on est fermé à personne, on l'offre partout, on va autant dans les cégeps, les universités, les entreprises privées. On commence à s'initier un petit peu dans le réseau, dans les CLSC, dans les hôpitaux. C'est récent encore, là, comme tu le disais. Ça commence à prendre de l'ampleur. On en est très contente et très heureuse parce que justement, en plus d'offrir cet atelier, on voit que la référence se fait. On a des appels suivant les jours suivants, en tout cas les ateliers, où des DRH, par exemple, nous appellent, ou des instituteurs nous appellent, des directeurs nous disent là, suite à votre atelier, c'est fou parce que j'ai quelqu'un qui est venu me voir, quelqu'un m'a parlé de sa situation et je me suis permise de lui dire maintenant qu'on a une référence, en tout cas des coordonnées d'intervenantes, le lien se fait directement. Et c'est ça, nous, notre récompense, j'aurais envie de te dire, c'est vraiment le fait que les liens se font, justement. Mm-hmm. Oui, puis c'est né d'un besoin. Tu sais, comment le projet a démarré en 2019. Il est arrivé une situation dans une école. Il y avait une jeune femme qui vivait de la violence. On a fait appel à nous en nous demandant est-ce que vous faites des interventions? On aurait besoin d'aide. Et c'est comme ça qu'est né le volet de prévention et sensibilisation. Après, avec la COVID, la pandémie, on a dû réorienter nos services parce que les femmes étaient prises dans les confinements avec leurs conjoints et tout ça. Donc, on a dû avec adapter. leurs conjoints violents. Exactement. On a dû adapter les services pour rejoindre ces femmes-là parce que les femmes nous appellent quand? Nous appellent quand l'auteur de violence part travailler. Elles nous appellent lorsqu'elles vont au travail. Donc, durant cette période-là, on a dû adapter nos services pour s'assurer de les rejoindre aussi. Puis, depuis la fin de la pandémie, on a repris les ateliers dans tous les milieux. D'ailleurs, depuis tantôt, on parle de violence conjugale, mais c'est quoi exactement la violence conjugale? Parce que je sais qu'elle peut prendre plusieurs formes. Souvent, l'image de ce qu'on a de la violence conjugale, c'est que c'est physique. Donc, on s'attend à voir une femme avec un œil au beurre noir, mais on sait que aujourd'hui que ça peut prendre différentes formes. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu dans vos mots... La violence conjugale, avant tout, c'est de comprendre que c'est une prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a un individu, que ce soit un homme ou une femme. Alors bien entendu, nous, dans le cadre de nos ateliers, on a un vocabulaire quand même assez genré à destination des femmes. Merci de le mentionner d'ailleurs. De rien. Parlant comme les femmes étant des victimes, malheureusement, les statistiques le prouvent. Ce sont les femmes qui sont majoritairement victimes de violences conjugales jusqu'aux statistiques les plus graves, où il y a, dans les cas des féminicides, donc des homicides, où la personne décède en contexte conjugal. On le sait, c'est 100% des femmes. Par contre, on ne met pas du tout de côté qu'il existe des hommes qui vivent de la violence conjugale. On sait aussi que la donnée commence aussi à évoluer par rapport à ça. On a de plus en plus d'appels d'hommes, en tout cas au téléphone, ou des proches qui veulent avoir des informations pour un homme qui est victime de violences conjugales. Donc, ça existe en effet. Par contre, la donnée, c'est ça. C'est que ce sont les femmes majoritairement. La violence conjugale, c'est un individu qui décide de prendre le contrôle, qui décide d'exercer de l'emprise sur son partenaire. Donc, tout au long de la relation amoureuse, relation conjugale, et puis ça, encore une fois, on en parle pour toutes les relations intimes, on décide de prendre le pouvoir sur la relation. Donc, on ne laisse plus la personne décider de quoi que ce soit. Ça passe par l'envie de s'habiller, la façon de communiquer, la décision sur la gestion financière, sur l'autorité parentale, sur le travail. Énormément de sphères en fait, qui concernent l'être humain dans ses tâches du quotidien va être contrôlée par cette personne-là. Puis la différence qu'on aime faire avec Roxane en atelier, quand on parle de savoir est-ce qu'on est dans une situation de violence conjugale ou peut-être simplement dans une chicane de couple qui pourrait être très légitime, des disputes, on sait que c'est normal. La différence, c'est que même quand on est dans la dispute, même quand on est dans un avis qui n'est pas le même que notre partenaire, on se sent quand même légitime à aborder notre point de vue. On se sent légitime à communiquer, même si on n'est pas d'accord avec la personne. En violence conjugale, on n'a pas cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on a notre compagnon ou notre compagne qui décide de tout, qui même va jusqu'à contrôler nos pensées. Ce que tu dis n'est pas vrai, ce que tu dis n'est pas fondé, ce que tu penses n'est pas correct. C'est vraiment une prise de pouvoir et une prise de contrôle. On met l'accent dessus, pourquoi? Parce qu'il fut un temps et encore quand même assez récemment, on peut apercevoir dans les médias, on peut apercevoir dans les téléjournaux, des titres comme « Oh, la personne a perdu le contrôle en contexte conjugal ». Il l'aimait tellement,
elle l'aimait tellement qu'elle en est venue à tuer cette personne-là. Nous, c'est pas le message qu'on veut faire passer. C'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de pouvoir. Et personne ne perd le contrôle au point d'assassiner son compagnon ou sa partenaire. C'est vraiment qu'on décide de poser l'acte ultime, mais d'aller assassiner la personne qu'on aime normalement pour lui faire comprendre justement que c'est nous qui décidons de tout. Donc, notre définition c'est à peu près ça, oui, au niveau de la violence D'ailleurs, pour conjugale. avoir suivi une formation avec vous par rapport à la violence conjugale, vous avez mentionné qu'on ne parle plus nécessairement de violence conjugale, mais d'un contrôle coercitif. Puis ça m'a vraiment marqué parce que j'en avais jamais entendu parler, alors que je pense que je suis quand même à l'affût de ce qui se passe. Donc, pouvez-vous expliquer un peu plus c'est quoi ça? Là, on a parlé quand même des formes. Il y a plusieurs formes de violence. Psychologique, verbale, sexuelle, économique, physique. L'enjeu, quand on détermine la violence conjugale dans ces formes-là, c'est que ça crée une certaine hiérarchie quand même. Donc, on peut... Beaucoup d'appels de femmes qu'on reçoit, c'était, par exemple, « Je vis de la violence. Est-ce que je peux recevoir des services chez vous? Je pense être victime de violence conjugale, mais pas physique, juste psychologique. » Donc, il y avait cette tendance-là un peu à minimiser la violence psychologique. Elle est dure à comprendre aussi, la violence psychologique, comment ça s'installe, ce climat-là. De plus en plus, on commence à parler... Mais je trouve aussi, excuse-moi de t'interrompre, Roxane, mais je pense aussi que c'est dur à prouver. Tu sais, une violence physique est beaucoup plus facile à prouver qu'une violence psychologique. Je ne sais pas si je me trompe, mais... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est difficile à prouver. C'est difficile même à se rendre compte qu'on vit ça. Donc, je te dirais que le contrôle coercitif, c'est une nouvelle façon de le nommer. C'est la même chose que la violence conjugale, mais c'est une nouvelle façon de le comprendre. En fait, le contrôle coercitif, c'est de mettre en lumière un ensemble de stratégies qui est vécu par la victime, qui, si on les prend de façon isolée, peuvent sembler anodines, peuvent sembler banales. Puis on pourra vous détailler des petits exemples comme ça. Mais donc, l'objectif du contrôle coercitif, c'est mettons ensemble toutes ces stratégies-là, puis on va commencer à voir se dresser un schéma. Un schéma de quoi? Un schéma de contrôle. Donc, une relation de violence conjugale, ce n'est pas de la violence conjugale à tous les jours. Donc, il y a ça aussi qui est difficile. On pense parfois que c'est des événements qui sont isolés. C'est arrivé une fois en 6 mois au début de la relation, par exemple. Donc, quand on met en place, quand on parle de contrôle coercitif, on arrive à déterminer ces schémas-là de contrôle pour les mettre en évidence puis tenter de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais alors que juste une fois, ça pourrait être une fois de trop, dans le sens qu'il faut agir dès la première fois. Tout à fait. Ça pourrait être un premier signe, oui. Absolument. Puis pourquoi c'est important quand même de parler du contrôle coercitif maintenant? Comme dans certains pays, ça commence à devenir criminalisé. C'est-à-dire que les juges, lors des procès criminels aussi, mais même au civil, dans les processus de garde des enfants, par exemple, avant, on ne parlait pas du tout de ce contrôle coercitif où on avait de la difficulté à aborder l'historique de violence conjugale de la famille. Puis pour l'exemple de la garde des enfants, le juge va aller chercher un petit peu cet historique de contrôle coercitif qui va faire qu'il va avoir une incidence sur l'autorisation ou non d'octroyer des droits d'accès à un des parents, en tout cas s'il est auteur de violences conjugales. Donc ça, c'est quand même une nouvelle donnée très importante et puis on veut que ça évolue dans ce sens-là, justement. Puis le contrôle coercitif, je peux donner des petits exemples. Là, par exemple, quelque chose qu'on remarque souvent en maison d'hébergement, la privation des droits ou la privation, l'accès aux ressources du couple. Une femme, par exemple, qui me racontait, quand ça se passe pas bien dans ma relation, je vais aller voir, je vais aller souper avec mes amis, il veut pas, il y a une dispute. Souvent, je revenais chez moi, puis l'appartement était barré. Donc, je pouvais même pas rentrer chez moi. Je devais marcher dans le corridor jusqu'à temps, lui écrire plein de messages, le supplier, m'excuser, jusqu'à temps qu'il me laisse rentrer dans la maison. Donc, j'étais vraiment soumise à son bon vouloir quand est-ce qu'il voulait m'ouvrir la porte. Donc, j'étais toujours aux aguets, en fait. Est-ce que je vais dire quelque chose qui va faire en sorte que je vais avoir cette punition-là en revenant chez moi et la porte va être barrée? Des femmes qui me disaient, par exemple, quand ça se passe pas bien, ils enlèvent le Wi-Fi, ils enlèvent l'accès à Internet, à la télévision. Je suis avec les enfants à la maison et soudainement, je n'ai plus accès à Internet, par exemple. Donc, on va vraiment venir contrôler les ressources de la famille. C'est une des stratégies qui va être utilisée, entre autres. On a ensuite tout ce qui est l'isolement aussi. Donc, l'isolement, c'est une forme aussi du contrôle coercitif. Couper le lien avec les amis, la famille, isoler la victime. Mais par rapport à ce que tu disais, tu sais, dans le fond, c'est des comportements qui sont imprévisibles. On ne sait jamais dans quel état... Non.
la personne va être ou va nous accueillir. Exactement. Puis on est sur la peur, en fait. Exact. On essaie que tout Mhm. soit parfait. On Mhm. essaie de faire en sorte qu'on ne va pas déclencher ces chicanes-là, qu'on ne va pas déclencher une sorte de punition. Donc, Il y a un signe par rapport à ce que tu disais très bien justement et qu'on aborde parce qu'on a souvent cette question, mais comment on peut savoir, comment on peut comprendre qu'on est rendu dans un cycle de violence conjugale? Alors, on peut aborder le cycle après ensemble, mais ça passe toujours par cette phase de tension. La tension, comment on l'exploite, en tout cas dans nos ateliers, comment on la détermine? C'est cette phase où on est toujours angoissé, stressé, la fameuse que j'aime dire boule au ventre. Vous savez, la boule au ventre Oui, où oui, oui. on a un examen à passer, par exemple, en tant qu'étudiant. On a quelque chose à rendre au travail d'important. On a plein de raisons qui peuvent justifier de ce stress. Ben, ces femmes-là, elles vivent avec ce stress au quotidien. Il est 16h, 16h30. Elles savent que monsieur rentre à 17h du travail. Elles sont stressées. Elles ont cette boule au ventre. Comment ça va se passer quand il va arriver à la maison? Est-ce que je dois m'inquiéter de telle ou telle chose? Est-ce que j'ai effectué les tâches qu'il m'a demandé d'effectuer de la meilleure façon possible pour éviter une punition, pour éviter justement une agression, qu'elle soit verbale, psychologique ou physique, il va y Ouais, c'est avoir marcher sur agression. des œufs. Marcher sur des œufs, c'est exactement ça, tout le temps. Puis pour revenir à l'isolement, parce que souvent on pense l'isolement, c'est quelqu'un qui va me dire tout de suite, je veux que tu arrêtes de voir tes amis, par exemple. C'est pas comme ça que ça va s'opérer. Oui, parfois, on va avoir un auteur de violence qui va dire, bon, ben tel ami, là, c'est pas une bonne influence pour toi. Donc, va venir semer une confusion, semer le doute. Mais souvent, une des façons qu'on l'observe en maison d'hébergement, par exemple, c'est la femme qui avait l'habitude d'aller dans les 5 à 7, la femme qui avait l'habitude d'entretenir un certain réseau. Mais à chaque fois que je m'en vais voir mes amis, je passe ma soirée au téléphone. Ils me bombardent de messages. Il y a une chicane qui éclate. Je pars. Donc, je mets fin au rendez-vous et je pars un petit peu plus tôt pour devoir aller m'occuper de lui parce que ça va pas bien, parce qu'il est arrivé un conflit. Donc, au fil du temps, ça, c'est épuisant. Donc, qu'est-ce que ça va faire en sorte? C'est que les femmes, peu à peu, vont commencer à se couper de leur réseau. Donc, c'est pas nécessairement demandé par l'auteur de violence. Je C'est pas comprends. toujours direct. Ça peut s'installer Pour éviter des graduellement. chicanes. Pour éviter des chicanes, pour garder la paix. Quand on va dans sa famille, ça se passe bien. Quand on s'en va souper dans ma famille, il y a toujours une dispute qui éclate avec mes beaux-frères. Il fait pleurer ma sœur. On part en quatrième vitesse, on habille les enfants, on s'en retourne à la maison. Donc, pour éviter d'être confrontée à ça, j'ai honte aussi, je suis prise au dépourvu, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je vais mettre cette distance-là tranquillement avec les membres de ma famille, mes amis, mon réseau autour de moi. Donc, c'est pas toujours agi de manière très directe. Hein? Quand on dit que la violence conjugale, le contrôle coercitif, c'est pernicieux, c'est par en dessous, c'est sournois. Donc, quand on dresse ce portrait-là de toutes ces manifestations-là, c'est là qu'on voit qu'il y a cette emprise qui est en train de se bâtir. Puis, ça serait quoi les impacts de la violence conjugale sur les femmes, sur leurs enfants? Il y a- oui. Il y en a beaucoup d'impacts, ça, c'est sûr et certain qu'il y a une liste de conséquences importantes. Mais moi, ce que je dirais, c'est la privation de la liberté. Le premier impact majeur, c'est au fil du temps. Quand je suis prise dans ce cycle-là, tranquillement, je vais commencer à être privée de ma liberté. La femme que j'étais au début de la relation, je commence à la perdre. Je commence à plus trop savoir qui elle est, cette personne-là. Puis on a détaillé un petit peu l'isolement, là, mais il y a d'autres manifestations du contrôle coercitif qu'on pourra continuer d'aborder tout à l'heure. Là. Mais moi, je dirais que l'impact principal, c'est cette privation de la liberté chez les femmes qui vont s'opérer de manière très graduelle. Puis bien sûr, il y a les impacts aussi physiques. Malheureusement, quand on vit de la violence physique, on a déjà accompagné des femmes. Puis la majorité du temps, c'est ce qu'on fait quand on reçoit des femmes qui ont des impacts visiblement, en tout cas, qui sont sur le corps, médicaux, des maladies chroniques qui peuvent se développer. On a l'exemple de femmes qui sortent de rendez-vous chez l'ORL parce qu'elles ont perdu un certain pourcentage de l'audition par rapport à des coups portés sur le visage, oui. ou même simplement un homme ou une femme qui a tendance à toujours crier dans l'oreille de sa partenaire ou de son partenaire. Ça peut faire perdre de l'audition. Il y a énormément d'impact, mais sur le psychologique, comme on aime dire encore une fois dans les ateliers, et ça on le prend vraiment des témoignages des femmes qu'on a accompagnées, c'est oui, la violence physique, le coup, la blessure physique, je vais pouvoir la soigner, je vais aller voir un médecin, je vais faire quelque chose, ça va se soigner, plus ou moins rapidement. Mais la violence psychologique, l'impact que ça va avoir moi sur la conscientisation de ce que je vis, sur mes capacités après d'adaptation, sur la reprise d'autonomie, la reprise du pouvoir que moi j'avais déjà toujours eu, mais que j'avais perdu malheureusement de la part de cette personne-là, ben ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps et c'est ce qui empêche malheureusement souvent certaines femmes à prendre la décision de quitter justement.
Mais par rapport, si je reviens au physique, parce que dans vos formations, ce qui m'avait marqué, c'est par rapport à l'étranglement, mais aussi par rapport au traumatisme crânien. Oui. Tu sais, si, par exemple, traumatisme crânien, des femmes qui ont subi beaucoup de coups à la tête, puis après, sont, exemple, ils ont des oublis, sont Mhm. pas aptes nécessairement à s'occuper de leurs enfants, c'est pas parce que c'est des mères qui sont inaptes, c'est juste des Non, mères qui ont subi qui ont exact. des séquelles, en fait, de ces coups reçus. Ça m'avait vraiment choquée. Ça nous avait choqués aussi. On en a fait une présentation justement où tu étais présente. C'est une donnée très importante. Moi, honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'on en parle bien plus des TCC justement en contexte conjugal. Ça commence à prendre. On a de l'information. Il y a des chercheurs, il y a du personnel en tout cas qui fait des études et des recherches bien spécifiques sur ça. Mais c'est l'exemple, comme tu disais, des joueurs de sport à haut niveau. Oui. On a tendance à l'entendre très facilement, ça, le TCC sur un sportif de haut niveau, mais on ne s'est jamais posé la question, est-ce que ça a un impact aussi sur les femmes qui sont victimes de violences conjugales? Et des données ont été retranscrites, des femmes vivent avec des TCC, souffrent de TCC, mais n'ont pas la possibilité d'en parler, n'ont pas la possibilité d'avoir un accompagnement médical qui va faire que ça va améliorer la condition médicale justement. Et comme tu le disais très bien, Sabrina, ça va avoir un impact après sur le développement, ça va avoir un impact aussi avec les partenaires, avec des personnes qui vont peut-être avoir un jugement sur la maman envers les enfants. Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce que Mm. ses compétences parentales sont valides? Et comme tu le disais, c'est pas de leur faute, elles ne le savent pas. Souvent, elles ne sont pas conscientes d'avoir un C'est ça. trauma Dans certains cas, crânien. ils disaient que la DPJ aurait pu rentrer dans le dossier pour leur enlever la Exact. garde de leurs enfants parce qu'ils pensaient justement qu'elle était incompétente, mais en fait, Mhm. c'était juste dû à l'impact qu'ils avaient Exact. reçu Mhm. au coup qu'elles avaient reçu à la tête. Ça, c'était vraiment marquant. Mais aussi par rapport à l'étranglement, Mhm. maintenant, dites-moi si je me trompe, mais le fait de juste serrer un petit peu au niveau du cou, même si je mets pas tant de force, ça Mhm. peut être fatal. Puis Absolument. pas nécessairement le jour même, mais même plusieurs jours après, plusieurs semaines après. Donc, Mhm. j'aimerais que vous expliquiez un peu Mhm. le sujet de Oui. l'étranglement. Oui, c'est une formation qu'on avait reçue de la part d'Anouk Saint-Onge, donc, qui est commandante au SPVM à Montréal, où il y a un projet pilote actuellement sur les étranglements. Donc, j'avais été, tout comme toi, la première fois que j'ai entendu cette information-là, complètement renversée. Souvent, les femmes ne se rappellent plus avoir vécu un étranglement et parfois, elles ne mettent pas ça dans la case étranglement. Elles vont nous dire, oui, me serrer un peu au niveau du cou. Mais ce serrage-là au niveau du cou peut provoquer des dommages importants. Hein, pour provoquer la mort d'une personne par étranglement, on n'a pas besoin de déployer beaucoup de force. Ça demande une faible pression et en quelques minutes, quelques secondes, la mort peut arriver. Il y a aussi différents impacts qu'on commence à découvrir parce que j'ai des données sur les féminicides et Tu peux en donner d'ailleurs. ce Hein? chiffre-là, cette année, depuis 2024, 11 femmes ont perdu la vie dans un contexte conjugal avéré. Ce chiffre-là est conservateur. Il ne tient pas compte de d'autres données. Donc, soit le contexte conjugal qui n'a pas été encore confirmé, et ça peut être le cas chez les étranglements. Donc, des femmes qui ont fait, par exemple, des AVC dans les semaines suivant un étranglement, qui sont décédées de ça. Qu'on n'a pas lié à la Qu'on n'a pas violence lié à la conjugale. violence conjugale. Donc, assurément que ce chiffre-là est beaucoup plus élevé là, que les Mhm. données qu'on a présentement. Puis, on parle des différents impacts aussi. Puis, il y a un impact que je trouverais très important d'aborder dans le contrôle coercitif. Il y a toutes les micro-régulations aussi. Donc, ce sont des règles dans la maison qui vont être établies. Donc, la femme qui vit de la violence conjugale, qui vit du contrôle coercitif, peu à peu, elle ne sera plus en mesure de prendre des décisions par elle-même. Pourquoi? Parce que les décisions vont être tous prises en fonction de qu'est-ce qui va éviter la prochaine crise. Donc, comment est-ce que je vais faire pour survivre à cette journée-là? Comment je vais faire pour éviter les disputes sur moi, mais sur mes enfants aussi que je tente de protéger? Donc, ces micro-régulations-là, ça peut être un ensemble de règles. Ça peut être, par exemple, la façon que je fais le ménage, l'entretien ménager de la maison. Ça peut être les achats que je fais à l'épicerie. Une femme qui me disait, par exemple, Roxane, moi, je suis quelqu'un d'économe dans la vie. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui est dépensière. Mais quand je revenais de l'épicerie, il me faisait renvoyer toujours 3-4 articles sur ma liste d'épicerie. Je devais retourner au magasin, Mhm. je devais aller rembourser les choses. Chaque fois que je faisais l'épicerie, j'étais devenue stressée, anxieuse. Répondre vite au téléphone aussi, ça peut être un autre exemple de règle. Donc, quand on parlait d'impact tout à l'heure, bien, un autre des impacts, c'est ça.
les femmes arrivent en maison d'hébergement et prendre une décision, c'est tout un parcours où on doit l'accompagner dans Bien cette sûr. reprise de pouvoir-là, même dans les décisions les plus simples du quotidien aussi, à cause de ce contrôle coercitif-là qui comprend les micro-régulations dans tout le quotidien du couple. Il y a des femmes qui perdent toute autorité, toute possibilité de décider de quoi que ce soit. Un exemple très concret, il y a quelques années, j'ai accompagné une femme à la banque, quelque chose de simple, on pourrait penser, d'aller au guichet automatique pour retirer son propre argent. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. C'est une femme qui était au Québec, je pense, depuis 25 ans, qui était informée, qui était cultivée, qui avait été à l'école, qui comprenait énormément de choses. Elle ne savait pas comment retirer de l'argent avec une carte bancaire. Et quand je donne cet exemple-là, souvent on est vraiment étonné, à la limite de ne pas forcément croire ce témoignage, mais il est véridique, il est vrai. Des femmes perdent tout dans ce contexte-là. On les met plus bas que terre et même pour certaines, on les met au même rang que leurs enfants. Elles se situent au même niveau pour la plupart. Mais d'ailleurs, merci de mentionner que, tu sais, les femmes, il n'y a pas un statut social, il n'y a pas une culture, il n'y a pas une religion, il n'y a pas même un âge. Parce que, tu sais, de la violence conjugale, alors que tu es adolescente, tu rencontres ton premier chum, tu subis de la violence, ça peut être considéré comme de la violence conjugale. Exact. C'est une des rares problématiques sociales, comme on aime le dire, qui ne fait pas de discrimination. Peu importe, comme tu le disais, la couleur de peau, peu importe ton âge. Et puis ça, c'est très important d'en prendre considération. C'est quelque chose encore très récemment où on pensait que les personnes aînées ne pouvaient pas être victimes de violences conjugales ou ne pouvaient pas être auteurs de violences conjugales de par leur incapacité peut-être au niveau de la motricité ou autre, ou cognitive aussi. On a tendance à mettre ça sur les troubles neurocognitifs des personnes aînées à partir d'un certain âge. Non, la donnée et le prouve. Il y a des femmes qui vivent de la violence conjugale. Il y a une des dernières femmes décédées, malheureusement, en contexte conjugal, qui avait, je crois, 81 ans. Et son conjoint, pareil, je pense qu'il avait 80. Donc non, ça peut toucher tout le monde. Ça peut venir toquer à la porte de tout le monde, malheureusement. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaie de sensibiliser les gens. Parce que souvent, de un, c'est difficile de s'identifier comme victime de violence conjugale parce que justement le mot est grand et souvent est associé à ce qui est physique, mais c'est beaucoup plus large que ça et c'est même difficile de le repérer autour de soi. Puis souvent ce qu'on dit en atelier, en commençant nos ateliers, mais la personne qui vit de la violence conjugale, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est super important, qu'on soit maman à la maison, qu'on soit PDG d'une grande entreprise, il n'y a pas personne qui est à l'abri de le vivre. Ah, tellement. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, récemment, il y a Miss Météo, Géraldine Lamarche, qui est sortie publiquement, qui a brisé le silence, en fait, qui a dévoilé avoir été victime de violences conjugales. Puis, tu sais, j'imagine que pour tout le monde, ça a été un choc. Puis pour moi, la même chose, parce qu'on la voit à la télé, c'est une femme qui est lumineuse, qui a un beau sourire, qui est dans la joie de vivre, mais pourtant, elle vivait une double vie, là. Elle subissait de la violence conjugale à la maison, donc... c'est fou de dire que ça peut être n'importe qui, ça peut toucher n'importe qui. Exactement, vraiment. Puis même qu'on s'en doute pas, en fait, c'est ça. Non. Ça peut toucher tout le monde, puis vraiment, je salue son courage là, d'avoir pris cette parole-là. C'est très courageux de sa part, puis c'est un bel exemple aussi de reprise de pouvoir pour d'autres femmes. Moi, je dirais aussi dans cette lignée-là, il y a beaucoup de femmes qui, en hébergement, après ça, nous disent « Je me suis sentie... » C'est tellement niaiseuse d'avoir eu cette relation-là à un moment donné. Je me disais, pourtant, je suis une femme intelligente, justement. Je suis une femme éduquée. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis ce qu'on dit aux femmes pour les déculpabiliser aussi, c'est justement... Il n'y a pas de rapport de pouvoir, il n'y a pas un rapport de force qui est égalitaire dans une relation de violence conjugale. C'est facile pour ton amie de dire hey, « moi, je serais partie là, quand il serait arrivé telle affaire », parce qu'elle vit dans une relation qui est égalitaire et elle est en mesure de s'exprimer librement. Une femme qui est soumise à la violence conjugale, qui vit de la violence conjugale, elle n'a pas cette porte-là. C'est vraiment voué à l'échec. Même si elle essaye de le dire, de le nommer, de le crier haut et fort, de dire « je n'accepte pas comment tu me traites », ça se retourne toujours contre elle, malheureusement. Donc, c'est voué à l'échec. Ça peut être une femme de caractère et ça peut quand même arriver. La façon que ça se construit, cette emprise-là, c'est très pernicieux, c'est très sournois.
D'ailleurs, pendant mes recherches, j'étais tombée sur le site web de SOS Violence conjugale, justement, puis par rapport à, tu sais, pourquoi les femmes restent et puis c'est quand le bon moment de quitter un domicile violent. Puis il faisait la comparaison avec la grande roue, là, comme dans un manège, là. Puis il disait, tu sais, parfois, c'est comme, ben premièrement, c'est pas toi qui as le contrôle sur les rentrées, les sorties. Donc, c'est comme monsieur qui va contrôler. Puis il disait comme parfois, c'est comme, OK, la porte est ouverte, mais t'es en haut. Fait que tu peux pas descendre de la grande roue. Fait qu'il faut que t'attendes que la petite cabine redescende puis que ça soit le bon moment. Fait que, tu sais, même des femmes très intelligentes, très éduquées, c'est comme tu expliquais, tu sais, ils attendent le bon moment pour vraiment quitter le domicile violent. Donc, je trouvais la comparaison quand même assez bonne parce qu'on entend souvent le préjugé, là, pourquoi les femmes restent, pourquoi ils sont restés, pourquoi t'as pas quitté avant. Mais c'est pas si simple. C'est d'attendre le bon moment de le faire. Là. C'est vraiment pas si simple. Et puis encore, c'est normal. On est des êtres humains avec nos propres préjugés, nos idées préconçues. On s'est toutes, je pense, poser la question à un moment donné, pourquoi elles restent vraiment physiquement. Elles sont en capacité de partir, de prendre les valises et de quitter la maison, quitter la relation. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La peur, principalement, je te dirais que la peur fait partie d'une des raisons aussi pour lesquelles elles restent, ces femmes-là. Et à raison d'avoir peur. On le sait, malheureusement, on commence toujours nos ateliers avec les statistiques. Il y a des femmes qui décèdent chaque jour en contexte conjugal. Donc, quand elles ont cette peur qui est fondée, ça ne leur donne pas la possibilité de prendre cette décision. Les enfants, nous, on accueille beaucoup de mamans à la Dauphinelle. Les enfants vont être la raison pour laquelle elles vont rester au départ. J'ai pas envie de casser ce cocon familial. J'ai pas envie de retirer les droits d'accès au papa ou à la maman, si c'est la maman qui est auteure de violences conjugales, mais on a toujours ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de se dire c'est moi qui vais casser la famille, je n'ai pas envie d'avoir cette responsabilité sur mes épaules. Puis ça, encore une fois, c'est les témoignages de ces femmes-là. Puis arrivé à un moment donné, on voit l'impact sur les enfants. On voit que la violence conjugale, grandir, évoluer dans cette sphère, va déclencher des comportements, va déclencher des choses chez les enfants. Et là, les mamans vont se dire non, ça y est, stop. Mais justement, comme quoi, ça serait quoi les impacts chez les enfants? Il y en a énormément, mais il y a des enfants qui vont avoir peut-être des comportements un petit peu plus agressifs, par exemple. On a vraiment plusieurs tempéraments et puis ça va venir jouer sur le développement des enfants au cas par cas. Tout enfant est différent, bien entendu, mais des enfants qui vont avoir tendance à normalement être plutôt calmes, plutôt sages à l'école, par exemple, et ça va devenir des enfants un peu plus turbulents, par exemple, mais c'est pas du tout de leur faute. On va avoir des enfants qui vont tenter de reproduire la même chose qu'ils voient à la maison. Papa est agressif envers maman, je vais être agressif envers les amis à l'école parce que c'est ce que je vois du matin au soir. Ou à l'inverse, des petites filles qui vont avoir tendance à se mettre en position de victime parce qu'elles voient maman, elles voient maman dans cette emprise, s'isoler, vivre cette souffrance-là. Donc elles vont avoir tendance à se mettre elles-mêmes en position de victime. Puis on va avoir des enfants qui sont angoissés, des enfants qui sont terrorisés, n'ont pas envie de retourner à la maison après la sonnerie de l'école, vont avoir tendance à vouloir rester pour jouer avec les amis bien plus tard. Le vendredi soir, on a des professeurs qui disent c'est bizarre, le vendredi, il est vraiment pas bien. Psychologiquement, ça paraît, physiquement, on le voit, on le ressent, parce qu'il sait que ça va être la fin de semaine, samedi, dimanche, et que potentiellement, il va avoir des choses difficiles. Donc ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Je te dirais qu'il y en a beaucoup, mais c'est à ce moment-là, justement, que les mamans nous disent pour la plupart, je l'ai accepté pour moi, je l'ai vécu difficilement, mais je ne me vois pas le faire vivre à mes enfants, donc non. Là, je décide de quitter. Puis, c'est une des raisons, mais il y en a vraiment beaucoup, l'aspect financier. On a des mamans qui ne travaillent pas parce qu'elles n'ont pas envie de travailler ou parce qu'elles n'en ont pas eu le droit. Donc, la source de revenus, ça va être monsieur. Quitter comme ça avec des enfants, sans argent, sans l'information et la connaissance des services disponibles, sans l'information de savoir que peut-être je pourrais avoir un revenu ou vivre de certains revenus, ça rend la décision vraiment difficile à prendre. Puis, il y en a vraiment beaucoup. Mais ça, c'est vrai d'ailleurs parce que c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a des maisons d'hébergement comme la Dauphinelle qui existent. Vraiment. C'est encore quelque chose de méconnu. Vraiment, on parle de la violence conjugale. Alors oui, je te dirais quand même que les centres d'hébergement sont de plus en plus connus, mais on ne connaît pas l'offre de services qui est proposée dans ces centres d'hébergement. On ne sait pas qu'on a la possibilité d'accompagner les femmes à la cour, par exemple, dans les processus judiciaires. On ne sait pas qu'on va pouvoir les accompagner pendant des années. On a des femmes qu'on accompagne encore 10 ans après parce qu'on sait que certaines procédures mettent du temps.
Mais il y a toute une offre de services. On parlait du suivi externe tout à l'heure avec Roxane, avec notre collègue Pacifique. C'est énorme comme service, c'est vraiment très important et qui peut aider des centaines de personnes. Et beaucoup de gens ne savent pas que si on est victime, mais qu'on n'a pas l'envie peut-être d'aller dans un centre d'hébergement ou qu'on n'en a pas la possibilité, on peut quand même avoir un accompagnement psychosocial et qui n'engage à rien, qui est gratuit, voilà, ou qui n'a pas de limite de temps. Et quand je dis qu'il n'engage à rien, c'est qu'on n'est pas obligé de voir la personne à chaque semaine, par exemple, pour différencier un petit peu des travailleurs sociaux du CLSC, par exemple. C'est vraiment quand on en a besoin, on a pris la décision de quitter, on ne sait pas comment faire, mettre en place un plan de sécurité. C'est quelque chose que notre collègue peut faire et ça, c'est vraiment des informations. Dans les entreprises, dans la collectivité, c'est encore méconnu. Encore méconnu quand même. Mais d'ailleurs, on peut en parler parce que j'ai appris aussi à travers vous. Merci encore de m'éduquer à ce niveau-là. Mais il y a une loi pour les employeurs depuis 2021, si je ne me trompe pas, qui, dans le fond, qui vise à protéger les femmes victimes de violences conjugales sur leur milieu de travail. Mais je pense aussi... Oui, c'est une nouvelle obligation des employeurs. C'est tout nouveau. Donc, il y a eu des modifications à la loi sur le travail. Ça découle du rapport Rebâtir la confiance qui a amené une panoplie de mesures. Là. Par exemple, les tribunaux spécialisés en fait partie. Donc, le changement à la loi, donc l'information est disponible là, sur le site Internet de la CNESST. Il y a vraiment une trousse maintenant, violence conjugale, pour outiller les employeurs. Et le principe de base de cette loi-là, c'est que la violence conjugale, ça ne s'arrête pas à la porte du domicile de la maison. Donc, les gens qui le vivent souvent sur le milieu de travail va avoir des répercussions. Des répercussions comme des textos, du harcèlement. Ça peut être de l'intrusion aussi sur le milieu de travail. Vous savez, c'est le conjoint qui a l'air donc bien gentil, qui vient l'apporter matin et soir, qui lui apporte son café à la pause du midi. Il semble très gentil, là. Puis là, peut-être qu'il y en a des gentils aussi, là. Oui. Quand même. Mais c'est vrai que tu le mentionnes, souvent, ils ont comme le double jeu. Fait aux yeux des autres, des amis, des collègues, ça a l'air de l'homme idéal, l'homme parfait. Absolument. Mais au fond, comme c'est tout le contraire, là. C'est encore plus dur de le dire à ce moment-là que non, parce finalement... que tu vas pas te faire croire, on va pas te croire. On va pas te croire. Il a l'air donc bien gentil, ton chum, il t'apporte ton café à chacune de tes pauses, mais c'est pour surveiller. Excuse-moi, parenthèse, là, tu me fais juste penser parce que j'ai une amie, justement, on en parlait, tu sais, de violence conjugale, puis elle me disait oui. Elle me mentionnait une de ses amies à elle, ils sont allés au secondaire, puis elle s'est mise en couple avec un autre jeune homme là, qui étudiait ensemble. Puis elle m'a dit, j'ai appris récemment, parce qu'ils étaient comme high school lovers, puis elle a dit, on a appris récemment qu'elle vivait de la violence conjugale depuis toutes ces années-là. Mais elle a dit, Sabrina, jamais je m'en serais rendu compte. Elle a dit, ça semblait être le couple parfait, idéal. Le garçon était super charismatique, vraiment sympathique. Jamais elle aurait pu se douter. Elle dit, j'ai encore du mal à le croire que la pauvre vivait ça tout ce temps-là. Puis elle dit, j'ai rien vu venir, j'ai pas vu de signe. Puis ça m'a vraiment surpris parce que c'est vrai, c'est comme dans le fond, ça peut être autour de nous puis on le sait même pas. Il y a des petits signes qu'on peut remarquer, mais c'est difficile. T'sais, ça serait quoi? T'sais, est-ce qu'il y a un changement dans ça? C'est sûr que là, de ce que je comprends de l'histoire, c'est un copain qu'elle a depuis très longtemps. Oui. Mais parfois, il peut y avoir des changements de comportement depuis qu'elle est en couple avec cette personne-là, par exemple. C'est sûr qu'il y a toujours une petite bulle de fusion. Au début, on est très, très, très proches, mais il y a des changements quand même dans les comportements. Ça peut être justement, je vois moins les amis, j'annule à la dernière minute, je peux banaliser aussi certaines chicanes, certaines choses qui se passent aussi. Je vais avoir tendance à m'isoler, à ne plus me confier à mes amis. Donc, il y a certains petits signes quand même qu'on peut observer. Je suis toujours sur mon téléphone quand je m'en vais prendre un café avec mon ami, par exemple. Je dois lui répondre rapidement. On est en train de prendre un café, déjeuner ensemble, puis je me fais au rendez-vous. Rapidement, je retourne à la maison. Il y a des petits signes quand même comme ça qu'on peut... mais c'est difficile parce que quelqu'un peut aussi très bien le cacher, justement. Il y a des personnes qui mettent en place des stratégies qu'on voit pas. Mais j'imagine qu'il y a des femmes qui peuvent excuser aussi le comportement de leur partenaire puis de ne pas vouloir en parler pour pas comme brimer l'image que les proches ont de cette personne. Minimiser aussi la violence vécue parce que c'est difficile aussi de réaliser. Quand on le réalise, pour ces femmes-là, c'est difficile à entendre, de se dire, on parle, et c'est ce qu'on dit souvent en atelier, on parle d'une relation intime, d'une relation amoureuse. La violence conjugale, elle n'a pas débuté les premiers jours, les premières heures. On s'entend qu'on a choisi cette personne-là. On a choisi
ce partenaire. Pourquoi? Parce qu'il démontrait des qualités qui faisaient qu'à un moment donné, on s'est dit ça serait la bonne personne pour moi. Et de réaliser à un moment donné, ben non, j'ai choisi quelqu'un qui est violent, j'ai choisi un auteur de violence conjugale, ça nous fait se remettre en question aussi. Donc c'est difficile à absorber cette information-là. Donc rendant encore plus difficile la possibilité d'en parler, le sentiment de culpabilité, le sentiment de honte. Et puis ça reste de la sphère privée, même si nous, notre message aujourd'hui, c'est de se dire ça ne doit plus rester de l'ordre du privé. Quand on en est témoin, quand on a conscience que quelqu'un en vit, il faut en faire quelque chose. On pourra expliquer après comment faire quelque Mais justement, chose. c'est ma prochaine question. Si je vis et je remarque un proche où je pense qu'il en vit, où je suis témoin, où je suis une collègue de travail ou un emploi, tu sais, comment réagir? Qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, c'est déjà de se protéger. J'aurais vraiment envie de dire ça parce qu'encore une fois, on est des êtres humains, on a tendance, et puis surtout quand c'est quelqu'un de proche de nous, ça va venir nous affecter, nous toucher personnellement. On va vouloir vraiment prendre la décision pour la victime. On va vouloir lui dire, mais non, ça n'a pas de sens, tu ne dois pas rester avec cette personne-là. Viens, je vais venir te chercher, on va quitter, on va aller au poste de police. Il faut y aller étape par étape, hein. Une victime de violence conjugale, quelqu'un qui vit de la violence conjugale depuis un certain nombre de temps, il faut respecter son rythme. Comme je te le disais, c'est difficile de réaliser qu'on le vit. Après ça, il y a l'étape où on a envie de s'en séparer, on a envie vraiment de reprendre le pouvoir. Si on a quelqu'un en face de nous qui va avoir tendance à vouloir nous bouger trop rapidement, à nous juger aussi dans la façon de faire, tu le quittes pas, à chaque fois je te donne des conseils, mais tu finis toujours par retourner avec cette personne-là, on va perdre la confiance de cette personne-là. On va perdre cette personne qui aurait pu être présente pour nous aider pour la suite. Ouais, le lien. Il faut rester... je te dirais que la meilleure des pistes de solution, c'est l'écoute. L'écoute active. J'entends ce que tu me dis, je te crois, je valide tes propos. Valider les propos d'une victime de violence conjugale est très important parce que beaucoup témoignent qu'elles ont à un moment donné dans leur vie voulu en parler, elles ont même été jusqu'à en parler. On ne les a pas crus. Mais on a si c'est une femme qui n'est pas propos. encore consciente qu'elle en vit. Lui exposer ce qu'elle vit. Je me souviens que tu m'avais raconté cette chicane-là, par exemple. Je me souviens qu'on s'en était parlé et que tu me dis souvent que ça revient. Toutes les semaines, le lundi, le mercredi, peu importe le jour, mais tu as tendance à avoir une agression verbale, psychologique, quelque chose qui fait que ça se finit mal avec ton conjoint. Est-ce que tu penses que c'est normal? Ce qu'on aime dire, nous, sur la ligne d'écoute Contactel, pour des personnes qui se posent la question, justement, c'est de documenter. Prendre un papier, prendre un calepin et de mettre sur écrit, là, tel jour, telle heure, voici ce qui s'est passé. Tel jour, telle heure, voici ce qui s'est passé. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'on fait partie d'une boucle, on est dans un cycle qui est récurrent, qui a tendance à revenir sur les mêmes choses et qui va avoir tendance à escalader, à s'empirer. L'agression va devenir de plus en plus importante. C'est là qu'on peut se rendre compte. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Il faut, je te dirais, vraiment écouter la personne, lui proposer le soutien, lui dire qu'on est là pour l'accompagner, de lui donner les informations. Tu sais, moi, j'ai reçu une formation, un atelier de violence conjugale où je connais un organisme qui intervient auprès des victimes de violence conjugale. Est-ce que ça te tenterait qu'on fasse l'appel ensemble? Un premier appel ensemble. On a souvent cette personne qui va nous dire, mais je lui ai donné la carte, je lui ai demandé d'appeler, elle n'a pas appelé. Mais le faire ensemble, en expliquant que ça n'engage en rien. Ça peut rester anonyme. On n'est pas obligé de donner toutes les informations, mais ne serait-ce que pour avoir une écoute active et des conseils de la part d'intervenantes spécialisées, ça peut faire la différence. Puis un jour, le déclic va se faire. À un moment donné, ce déclic va être présent et là, elle aura toutes les possibilités devant elle, cette personne-là. Oui, puis moi, j'ajouterais aussi, puis c'est un message que je lance à tous les gens qui ont peut-être un proche qui le vit. Vous-même, vous pouvez consulter les lignes d'écoute. Donc, en tant que proche, on a accès aux ressources. Mon ami vit de la violence. Je ne sais pas comment l'aider. Je me sens démunie, je me sens impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, d'aller chercher de l'aide soi-même. Puis, c'est la meilleure aide qu'on peut offrir parce qu'en étant soi-même outillé, on va être en mesure d'aider la personne de la bonne façon. Je pense que en tant que proche, c'est de suivre son intuition, là. Je veux dire, des fois, on le sait, là, on le ressent, que c'est pas normal. Surtout, on est comme à l'extérieur de l'aquarium, là, fait qu'on dirait on a comme une vision plus externe. Exactement. Fait qu'on peut avoir comme ça peut plus être facile de voir comme, OK, non, je pense qu'il y a des drapeaux rouges, là, un petit peu. Là, donc, nommer nos inquiétudes. nommer. Justement, ce jugement-là est difficile à traduire en mots parce que, tu sais, si on dit, mais là, pourquoi tu t'en vas pas, on peut. Non, c'est pas d'en tomber dans le jugement, mais juste de mentionner. Comme, oui, je m'inquiète pour toi. Ça, c'est c'est quelque chose qui se dit bien. Je Je nomme mes inquiétudes. C'est important aussi de ne pas
diminuer le conjoint, la personne qu'elle aime. Ouais. On mise vraiment nos paroles sur les C'est comportements. ça, pour pas l'isoler davantage. Exactement. Mais il y a eu une Ouais. publicité de sortie récemment de SOS Violence Conjugale qui fait toujours de très bonnes publicités sur les médias sociaux où on voyait un papa qui accompagne son fils sur tous les âges de la vie, plus petit, adolescence, âge adulte, et il reprend son fils voilà, pour lui donner entre guillemets la bonne direction des choses à effectuer. Et il est témoin. Il est physiquement témoin de son fils qui est violent envers sa compagne, sa petite amie ou sa compagne. Et là, le message de SOS Violence Conjugale, c'est de dire à toutes les étapes de la vie, on doit intervenir, on doit dire quelque chose. Alors intervenir, il faut faire attention, comme je le disais, il faut se protéger parce qu'il peut y avoir des conséquences graves si on intervient en contexte de violence conjugale, mais dire les choses, c'est très important. Et puis je pense que ça serait la première étape. Nommer, rappeler les faits, c'est très important de rappeler les faits. La victime de violence conjugale, cette personne-là va tendance à avoir aussi involontairement à oublier ce qui s'est passé, à ne pas vouloir y penser. C'est difficile, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas facile à vivre au quotidien. Lui rappeler, souviens-tu quand tu m'as appelé tel jour pour m'expliquer tel événement qui s'est passé à la maison, ou oh, moi je t'ai vu physiquement, visuellement, ça paraissait que tu n'étais pas bien, et puis je le sais, tu me l'as nommé, que c'est parce que il s'est passé quelque chose à la maison. Rappeler les événements aussi, ça peut aussi faire prendre conscience. Aussi, je rebondis aussi en lien avec le travail parce qu'on parlait des manifestations, mais justement, une des réactions qui est possible en contexte de travail, mais maintenant, avec le changement de loi, il y a des obligations aussi de l'employeur de se montrer diligent et proactif. Donc, il se doit d'offrir des ateliers de sensibilisation à ses employés. Ça peut être de désigner des personnes ressources en matière de violence conjugale qui sont les référents si un employé vit une problématique, d'avoir une politique sur la violence conjugale. Donc, ça aussi, c'est des moyens. Là, et ensuite, les employeurs vont être amenés à mettre en place des mesures de sécurité pour s'assurer que le travailleur est en sécurité sur son lieu de travail, changer de bureau, offrir un raccompagnement à la voiture le soir, des congés, par exemple, pour les démarches. Mais tant mieux, je suis contente d'entendre ça parce qu'on sent aussi que c'est de moins en moins tabou. Puis que les gens, avant, peut-être qu'ils pouvaient être témoins de certaines choses, mais ils mettaient des œillères pour pas voir. Mais aujourd'hui, c'est comme non, comme la personne qui voit le mal être fait doit aussi agir. Tu es aussi responsable. On ne sait pas si la personne sera en vie le lendemain. Alors, c'est fort, là, quand je le dis comme ça, bien sûr, mais c'est véridique, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question si... Alors, bien évidemment qu'on enlève cette culpabilité, cette responsabilité sur le monde, mais il y a des personnes qui ont de la difficulté à s'en détacher de cette culpabilité, de se dire, mais j'ai vu, j'ai entendu, elle est venue vers moi, cette personne-là, et puis malheureusement, j'étais pas en position de pouvoir l'aider ou je manquais d'informations pour pouvoir l'aider. Donc, on veut pas que ces personnes-là vivent avec ce sentiment-là, donc d'où l'importance de se former, de s'informer aussi, puis de retransmettre après les informations. Oui, puis je rebondis sur ce que tu dis, Inde. Quand on réfléchit aux différents féminicides qui se sont produits dans les dernières années, de plus en plus, on commence à voir qu'il y aurait pu avoir des féminicides qui ont évitables, en fait. On aurait pu sauver des vies. Malheureusement, on n'était pas sensibilisés, outillés comme aujourd'hui, notamment sur le contrôle coercitif. Mais même les policiers, là. Même les policiers. Ils n'étaient pas formés. Pas du tout. On pensait à tort que, par exemple, la violence physique, c'était le meilleur moyen de prédire qu'il y avait eu du féminicide. Non, ce n'est pas la violence physique qui est le meilleur prédicateur de l'homicide conjugal ou du féminicide. Tu as visité toi-même notre maison. Donc, moi, c'était une des questions que j'avais la première fois que j'ai mis les pieds à la Dauphinelle. Moi, je m'attendais à voir plus de femmes avec des traces de la violence. C'est vrai. Combien de femmes portaient des traces de violence sur elles? Presque aucune. Donc, c'est quoi un des meilleurs prédicateurs du féminicide? C'est la présence de contrôle coercitif. Plus il y a cet ensemble de stratégies qui vient contrôler la personne, plus qu'il y a de règles, plus c'est un indicateur important du féminicide. Ce n'est pas la violence physique. Puis j'aimerais présenter quand même une autre donnée qui est importante dans les derniers féminicides qu'il y a eu, selon les dernières études. Dans combien de proportions des cas qui avaient de la violence physique avant, c'est le tiers des cas. Donc, c'est aussi important là, à considérer puis à documenter. C'est important d'être sensibilisé à tous ces signes-là aussi. Puis cette question, on la pose en atelier
à chaque jour quand on va, et puis ça dépend vraiment, tous les publics confondus auxquels on offre notre atelier, on leur pose la question, selon vous, que ce soit à la maison d'hébergement, sur 100% par exemple, combien de pourcentage des femmes vont arriver avec des traces visibles de la violence vécue? Et pareil, dans des entreprises, à des employés, selon vous, les derniers féminicides, combien de ces femmes-là portaient des traces? Tout le monde répond, oh, 100%, 80%, 80, c'est la majorité, forcément. Non, c'est loin d'être la majorité, au contraire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment démystifier ce tabou-là encore. Oui, puis c'est la même chose. On a parlé quand même des enfants tout à l'heure. Au niveau des enfants aussi, le bureau du coroner qui étudie le décès des enfants en contexte de violence conjugale. Dans le cas des enfants, c'était la moitié qui avait de la violence physique avant leur décès. Ça veut dire que la moitié des enfants qui sont décédés en contexte conjugal, la première manifestation de violence physique a mené au décès de l'enfant. Donc, d'où l'importance de parler de ces signes-là, qu'il n'y a pas de petite violence. Il n'y a pas de petite violence. Mais d'ailleurs, au cours de votre carrière, vous avez accompagné plusieurs femmes, vous en avez aidé plusieurs. J'aimerais que vous illustriez un peu des cas qui vous ont marqué. Des cas vraiment, tu sais, si on peut sensibiliser les gens là, que ça existe, puis c'est ici au Québec. J'aimerais que vous racontiez un peu ces histoires-là ou ces faits marquants-là. Je pense qu'on en aurait beaucoup, beaucoup, pour respecter aussi la vie de ces personnes-là. Moi, un exemple qui me revient en tête, qui remonte à quelques années, je pense que j'ai été stagiaire à cette époque-là, justement. C'est une femme qui est arrivée avec ses 3 filles, qui avait vécu littéralement l'enfer. Un enfer qu'on ne serait pas capable de comprendre ou de croire, honnêtement, là. Les propos de cette femme-là, elle passerait dans les médias, on ne la croirait pas, tellement que c'était grave, tellement que l'emprise qu'elle a vécue, tellement que la violence infligée à cette femme-là était telle qu'elle était rendue, puis je vous donne l'exemple très concret, à manger et boire dans la litière du chat. Quand elle m'a dit ça, là, cette femme-là, ben, déjà, je l'ai vraiment mal vécu. Ça a été très difficile pour moi de l'entendre, de comprendre qu'un être humain était capable d'infliger ça à sa partenaire, à sa conjointe. Et c'était pour expliquer jusqu'où on vient même jusqu'à dénaturiser la personne, la rendre comme si elle n'était plus un être humain. On la met plus bas que terre, même en dessous. Quand je dis en dessous des enfants, on est d'accord que les enfants ne sont pas en dessous de nous, mais à partir d'un certain âge, en tout cas, on est en capacité aussi de leur dicter, de leur dire des choses, de leur montrer comment, quel chemin prendre. Ben, on va faire la même chose avec cette femme-là. Puis plus bas que terre, au point de manger dans une litière pour chat. Cette femme-là, elle s'en est sortie parce elle avait été séquestrée malheureusement à la maison. Et puis ça existe. Hein. Au Canada, au Québec, les séquestrations existent. Je souris en le disant parce que beaucoup de monde pense que non, ça n'arrive peut-être que dans les pays du tiers-monde. Non, au Canada, une femme tous les 2 jours va décéder au Canada. C'est quand même fou de savoir que tous les 2 jours, il y a une femme qui décède et on est au Canada. On est quand même avancé sur les droits humains. Cette femme-là, donc c'est ça, elle avait été séquestrée pendant plusieurs mois. Malheureusement, l'école à ce moment-là n'avait pas sonné la cloche d'alerte en se disant, bon, on a eu le papa qui nous a informés. Parce que les enfants étaient aussi séquestrés avec la femme. Exactement. Okay. On avait prétexté, je crois, un voyage à l'étranger. Donc l'école, voilà, avait tout simplement cru, puis encore une fois, c'est pas de la faute de l'école, mais l'école avait cru l'événement et puis le prétexte du voyage à l'étranger. Et non, cette femme-là, elle s'en est sortie parce qu'un jour, monsieur est parti faire des courses. Elle a entendu quelqu'un descendre les escaliers du bâtiment et puis elle a regardé dans l'œillère, là, au niveau de la porte d'entrée. Et dès qu'elle a entendu, elle a passé des heures à attendre, en fait, le moindre bruit. Dès qu'elle a entendu quelqu'un passer, elle a tapé fort dans la porte. Elle a vraiment donné tout ce qu'elle pouvait. Puis c'est là que les voisins se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Et elle leur a dit, je suis séquestrée avec mes enfants. Appelez la police, s'il vous plaît, appelez la police. Et là, elle s'en est sortie. J'ai des frissons. Mais c'est réel, c'est véridique. Et puis ça remonte pas non plus à 30 ou 40 ans. C'était quand même il y a quelques années. Donc voilà, le retour est positif. Il y a toujours un message d'espoir, comme on dit, avec Roxane. Les femmes s'en sortent quand elles ont les accompagnements nécessaires, quand elles ont la connaissance de tout ce qui est possible pour elles. Elles s'en sortent et elles vivent de très belles histoires. Ça reste une minorité de personnes. Hein. On s'entend que quand on parle d'auteurs de violences conjugales, puis quand on parle des hommes particulièrement, c'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Bien entendu, il existe de bons hommes. C'est une minorité de la population. Mais ça reste que cette minorité-là, crée des impacts malheureusement qui sont très graves sur la vie de ces personnes-là.
Moi, je dirais que c'est vraiment l'exemple qui m'a le plus heurtée, mais on en a vraiment énormément. On parlait d'une femme aussi, comme je te disais tout à l'heure, qui n'avait jamais été à la banque. Pareil, cette personne-là, au niveau de son estime personnelle, puis cette personne-là, je me souviens qu'elle venait d'une grande famille très soudée, très cultivée, très éduquée. Toute la famille avec qui on a parlé justement pendant cet accueil-là nous a dit, mais on n'aurait jamais cru que notre fille, que notre sœur, que notre cousine aurait pu vivre de l'emprise à ce point-là. Mhm. Moi, un cas qui m'a vraiment marqué, c'est un cas de violence post-séparation. Parce que non, la violence, elle n'arrête pas avec la séparation. Elle va souvent se Ou transformer. s'amplifier aussi. S'amplifier, tout Exact. à fait. Donc, c'est une femme qui est arrivée à la Dauphinelle avec son enfant, qui a fait tout le parcours. Elle a fait tout ce qu'on devrait faire. Elle a porté plainte. Elle a changé sa fille de garderie plusieurs fois. Elle a même changé son apparence. Elle s'est mise en sécurité dans une maison d'hébergement quand même. Elle a fait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Il y avait des bris de conditions. Elle les a répertoriés à chacun des bris de conditions quand monsieur entrait en contact avec elle, quand il ne respectait pas l'ordre de cours. Donc, elle a tout fait ce qui était en son pouvoir de faire. Elle a trouvé un nouveau appartement. Et puis, à ce moment-là, ben, monsieur a réussi à la trouver, cette dame-là. A réussi à la trouver. Et c'était la journée de notre party de Noël. Donc, où on invite toutes les femmes qui ont passé par l'hébergement et les enfants à faire un beau party de Noël. On donne des cadeaux et tout ça. Donc, cette dame-là était attendue cette journée-là et elle ne s'est jamais pointée. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a voulu s'en venir chez nous, elle est descendue en bas de chez elle pour récupérer quelque chose et monsieur est rentré chez elle par infraction, s'est caché dans son garde-robe. Et puis, il l'a agressée et il a tenté aussi là, de la tuer. Elle avait une petite fille, un enfant de 2 ans. Donc, elle a réussi avec une force et un courage incroyable à survivre, à négocier avec lui. Et au final, en s'échappant de cette personne-là, réussi à appeler les secours. Monsieur s'est suicidé dans son appartement. Donc, c'est un cas qui nous a marqués tous en tant qu'équipe. Je vous dirais que ça l'illustre justement que même si des fois on tente tout, il y a des choses qu'on doit faire de façon supplémentaire pour protéger les femmes et les enfants. Et ça passe par la reconnaissance qu'il y a de la violence dans un contexte de post-séparation, notamment. Donc, ça, c'est un cas qui nous a marqué. Ça a amené quand même des suites, je vous dirais, positives. C'est une femme qui a livré son témoignage à d'autres instances. Donc, il y a eu l'avènement maintenant du bracelet, par exemple, électronique. Donc, ça, c'est l'une des mesures, là, parce qu'elle n'est pas la seule femme là, à avoir vécu ce type d'agression-là dans un contexte de post-séparation. Donc, ça a amené quand même cette addition-là, ce nouvel outil-là dans notre coffre à outils, de pouvoir là, porter ce bracelet-là électronique, de pouvoir surveiller. Donc, il y a tout un périmètre de sécurité autour. Donc, on s'assure que la personne ne rentre pas dans ce périmètre de sécurité-là, sinon ça déclenche des alarmes, sinon les autorités aussi peuvent intervenir. Mais ça, je pense que c'est pas encore mis sur place à Montréal? Oui, oui, c'est en cours. OK, c'est en Oui, cours. c'est en cours. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a eu les premières femmes là, qui bénéficiaient là, de cette aide supplémentaire-là, parce que c'est de montrer que malgré tout, le parcours de cette femme-là, qu'elle a fait tout parfaitement, il est quand même arrivé ça. Donc, son histoire et celle de d'autres femmes ont réussi à faire changer la donne. Puis un autre témoignage, je pense pour terminer, d'une femme aussi qui a porté aussi sa parole un petit peu dans les médias, qui a fait parler son histoire, qui le dit très ouvertement qu'elle s'en est sortie en d'autres termes grâce à son employeur. Vraiment, son employeur a eu un impact, je perds mon mot là, mais c'est... L'employeur a mis tout en place pour pouvoir lui offrir ce filet de sécurité. Quand il a eu conscience que son employé vivait de la violence conjugale, il a été proactif, cet employeur-là. Il s'est dit, on ne peut pas rester, même si c'est de l'ordre de l'intime, la sphère privée. On a quelqu'un qui vient, qui a besoin d'aide, qui nous demande de l'aide. Et ça, c'était il y a quelques années. La loi n'était pas encore sortie en 2021. Elle s'en est sortie et elle le dit. Vraiment, mon employeur a eu une incidence sur ma prise de décision et sur la possibilité de m'en sortir. Et aujourd'hui, je m'en suis sortie. J'ai une autre vie maintenant qui n'a rien à voir avec celle que j'avais il y a quelques années. Et c'est mon employeur qui m'a aidée à obtenir aussi ce résultat aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, la sensibilisation, la prévention, la mise en place des plans de sécurité, la connaissance, en tout cas, de tous ces dispositifs. Et ça devrait, en tout cas, être connu de tous.
Oui, puis parler des belles histoires aussi, comme tu disais, comme ce message d'espoir de dire que les femmes peuvent s'en sortir, qu'elles peuvent être bien reçues par le système, par le réseau. Souvent, on entend les procédures judiciaires, parfois ça peut être compliqué, t'es mal reçu, mais il y a quand même des belles histoires qui en découlent de ça aussi. Des belles histoires. Puis ce qui est intéressant de ce beau témoignage-là, c'est la chaîne de personnes autour. C'est-à-dire, dans son témoignage, ce qu'elle dit, c'est c'est le policier, c'est l'enquêteur qui m'a dit retourne pas. C'est la travailleuse sociale de l'hôpital qui l'a référé à SOS. C'est la personne de SOS au bout du fil. C'est elle-même aussi d'avoir pris la décision de quitter quand même à la base. Mais elle dit c'est la rencontre de toutes ces personnes-là et ultimement mon milieu de travail, parce que c'est une indépendance financière, le milieu de travail. Donc, de maintenir le lien d'emploi pour les femmes assure une autonomie financière. Elle avait 3 enfants quand même à assurer aussi, là, dont un bébé de 1 mois. Donc, quand même, le fait de retourner sur ce milieu de travail-là lui a permis d'avoir cette autonomie financière-là. Puis c'est les liens sociaux aussi. Quand tu as perdu toute ta famille, tes amis autour de toi, le travail, c'était le seul lieu où elle avait encore des relations aussi. Donc, ça aussi, c'est important. Toutes les personnes qui sont conscientisées, le travail ensemble, et puis les gens autour, la collectivité, d'être plus sensibilisés aussi, c'est important. Soyons et soyez des alliés, c'est ce qu'on aime dire, vraiment, c'est important. Puis il faut vraiment en prendre conscience et le faire réellement. Parce qu'encore une fois, bien sûr qu'on fait ce qu'on peut dans la mesure du possible avec les moyens qui nous sont offerts, mais d'être alliés réellement, concrètement, en faisant de la prévention, en contactant les lignes de référence, en informant ses employés, en informant le monde. Même nous, à titre de citoyens, on a cette responsabilité. Oui, on parle de la loi 2021 qui impose cette responsabilité aux employeurs, mais nous, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, quand on voit quelqu'un à côté de nous, je donne un exemple très concret, malheureusement, qui pourrait faire un malaise, on a cette chose systématique de se dire, ce réflexe de se dire, je vais appeler les pompiers, je vais appeler la police. On n'est peut-être pas rendu à ce stade-là, mais quand même, dès que j'ai l'information, dès que j'ai un soupçon, j'ai quelqu'un qui vient se confier à moi, je ne dois pas le laisser comme ça. C'est pas possible, il faut que j'essaye. On se doit d'agir. On se doit d'agir, vraiment. Mais oui, combien d'appels qu'on a sur la ligne d'écoute Contactel? C'est une voisine, c'est un voisin, j'entends, j'ai peur, je veux pas appeler le 911, j'ai peur que ça se retourne contre moi. Donc, socialement, il y a un grand travail de conscientisation à faire parce qu'on a le réflexe de s'arrêter pour une personne qui fait le malaise, mais on doit avoir le même réflexe pour la personne qui vit la violence conjugale parce que ça peut mener, ça peut être fatal. Mais d'ailleurs, votre ligne Contactel, c'est la ligne de la Dauphinelle où les personnes peuvent rejoindre par téléphone ou même par texto. On va mettre le lien sous l'épisode, mais dans le fond, c'est le numéro, c'est le 438-522-9264. Oui, c'est ça. Oui, donc il y a notre ligne d'écoute Contactel qui est vraiment pour parler à des intervenants de la Dauphinelle. C'est 24 heures sur 24, c'est appel et texto. Il y a aussi quand même la centrale de SOS Violence conjugale. SOS Violence conjugale. Qui est une ligne importante parce que ce qui est intéressant aussi avec cette ligne-là, c'est que c'est un peu la centrale. Hein? Donc, on peut avoir la disponibilité de toutes les maisons, peu importe d'où on appelle au Québec. Puis eux réfèrent à la maison de votre région. Exact. OK. Puis, il y a un site Internet aussi très intéressant. Des fois, on se pose des questions. Par exemple, l'épisode d'aujourd'hui, on peut se dire « Oh, il y a des petites choses, il y a des petites lumières qui s'allument à l'intérieur de moi. Tout à fait. J'aimerais aller valider des choses. » Sur le site de SOS Violence conjugale, il y a un questionnaire interactif. Et moi, j'aime beaucoup le titre de ce questionnaire-là. C'est « Est-ce qu'il y a du contrôle dans ma relation? » entre autres. Donc, c'est pas « Est-ce que je suis victime de violence conjugale? » Parce qu'il y a ça aussi. Donc, on va venir vraiment mesurer est-ce qu'il y a des éléments du contrôle dans la relation. Et ensuite, le questionnaire va vous diriger vers les bonnes ressources. Puis, il est très bien fait. Honnêtement, on l'encourage vraiment, même au niveau des populations un peu plus jeunes. Quand on va dans les écoles ou même dans les cégeps, on les invite à aller consulter, à aller faire ce questionnaire. Je pense que tout le monde devrait le faire une fois dans sa relation, en tout cas simplement pour se poser les bonnes questions et puis se rendre compte si vraiment la relation est saine ou si malheureusement on est rendu dans quelque chose de plus toxique. Mais comme vous disiez, on est des citoyens, des mamans, on est tous responsables. En fait, on peut tous ensemble briser ce cycle de violence-là. Là. Donc, il faut agir. Puis, Oui. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on fait tous partie du filet de sécurité qui entoure les personnes qui sont victimes. C'est
Très bien dit. Écoutez, ça m'amène déjà au segment Fraîchement bon. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, vu que l'épisode est commandité par les fruiteries urbaines Fraîchement bon, on fait toujours découvrir un produit à nos invités. Donc, aujourd'hui, je vous fais découvrir des mocktails. Dans le fond, c'est des cocktails non alcoolisés de la marque Mox. Donc, aujourd'hui, vous allez repartir chacun avec un 4-pack. Dans le fond, il y a 4 saveurs à l'intérieur. C'est des produits qui sont naturels, c'est fait au Québec. Donc voilà, je trouve que c'est aussi bien pour le temps des fêtes qui s'en vient. Là. Donc c'est une belle alternative, là, comme on sait que l'alcool, c'est pas la... Je veux dire, c'est bien d'en diminuer les quantités, c'est bon pour la santé. Donc ça, c'est une autre option qu'on pourrait utiliser. Et merci. Donc, Merci beaucoup. Merci je ne sais pas si beaucoup. vous connaissiez, mais ils sont Non. très bons au goût. Super, j'ai hâte de tester. Super. Donc, ça m'amène déjà à ma dernière question. De façon séparée, prenez-vous plus vos décisions avec la tête ou le cœur? De façon impulsive? Oh là 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 là. C'est une bonne Tu veux y aller en question. premier? Mon- Vas-y. C'est une très belle question, une très bonne question. J'avoue que j'étais pas préparée à y répondre. Je te dirais que vraiment, spontanément, ma réponse, ce serait avec le cœur. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise Ouais. réponse, mais... Je fonctionne très bien avec la tête aussi quand même. Je suis quelqu'un de très posé. Je suis maman aussi, donc ça aide aussi au niveau de l'organisation et d'être certaine si les choses sont bien faites ou non, ou de prendre la meilleure décision ou non. Mais je reste quand même quelqu'un de très sensible, de très émotif, en lien avec le cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer ou le nommer, mais je suis beaucoup mes sentiments, mon intuition. Tu parlais de l'intuition tout à l'heure. Je pense qu'on a cette fameuse intuition féminine. J'en suis aussi très fière de cette intuition. Je la suis, je l'écoute et je pense que c'est lié aussi un peu. Donc j'aurais tendance à dire j'y vais J'adore. avec le cœur. J'adore. Et toi? J'ai une réponse, je pense, qui va être semblable. Pour moi, en fait, c'est sûr que la tête, oui, je pense que je suis quelqu'un qui a quand même un certain côté assez rationnel, structuré dans ma tête, mais mes décisions sont vraiment au feeling de ce que je ressens. Je suis quelqu'un qui a des valeurs de loyauté, donc je me rattache beaucoup dans mes valeurs. Donc, je pense que je dirais une réponse en lien avec le cœur, là, puis on le voit avec ma relation avec la Dauphinelle, là, donc quelqu'un Ouais. qui est très loyal, je suis quelqu'un qui aime maintenir mes relations aussi dans la vie. Donc, je pense que j'irai avec cette loyauté-là, cette intégrité-là qui m'amène un peu avec Mais c'est le vraiment cœur. ça que j'allais dire parce qu'on s'est connus récemment, tous les trois. Puis c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment votre cœur, votre implication. Au-delà de votre travail, tu sais, on sent vraiment qu'à la Dauphinelle, vous allez faire comme le petit maître de plus, c'est le petit extra mile pour faire une différence dans la vie de ces femmes-là. Puis je trouve que c'est tout en votre honneur, là, vraiment. C'est vraiment admirable de voir ça. Un Merci. grand merci. Oui, Puis je pense vraiment. que tous les intervenants, intervenantes Oui. qui travaillent dans les maisons d'hébergement aussi, parce qu'on est cachés un peu partout, dans tous les territoires, dans toutes les régions Ouais. du Québec. Je pense que c'est quelque chose qui nous anime quand on travaille dans une maison d'hébergement. On a une proximité avec la clientèle qui est incroyable. Moi, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore travailler à la Dauphinelle, Ouais, c'est ce contact-là aussi Exact. avec les femmes, les enfants Ouais. hébergés. Le qui- contact humain. Exact. On parle de centre d'hébergement, hein, un gros mot, j'aurais envie de dire, mais c'est une grande et grosse maison pleine d'amour, pleine de partage, pleine d'échanges. On voit tellement de belles choses qui ressortent malheureusement en plus de la violence conjugale. Elles arrivent dans ce contexte-là, mais après être arrivées, C'est ça. on voit tellement de choses C'est positives. ça que j'allais dire, ça doit être tellement gratifiant pour vous de Vraiment. voir l'avant et l'après, là, comment Vraiment. une femme s'est relevée, comment elle s'est relevée plus forte, comment elle a 100%. cette reprise de pouvoir, là, ça doit être vraiment Ouais. gratifiant. Qu'elles nous apprennent énormément en tant qu'être humain, en tant qu'intervenante. On se remet énormément en question de par le vécu de ces personnes-là. Puis ça nous remet la tête sur les épaules de se dire « Oula, c'est pas parce que je suis intervenante, c'est pas parce que je me proclame peut-être experte en violence conjugale. Non, non, moi aussi j'en ai à apprendre, moi aussi je vis, je vois des choses. » Et c'est ces femmes-là vraiment qui nous remettent cette tête-là sur les épaules, honnêtement. Et puis ces enfants qui sont tellement résilients, tellement malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré ce qu'ils ont pu voir de plus difficile à leur si jeune âge. Honnêtement, c'est une reconnaissance pour nous. Hein. Oui, tout à fait. On apprend tout. On apporte de l'information, mais elles nous apprennent tellement plus en retour. Puis c'est aussi de sortir de ce statut-là. Non, je ne suis plus une victime. Puis ça me définit pas non plus
comme personne. Hein? Ce qui m'est arrivé, m'est arrivé. Après ça ne me définit pas comme personne. Et il y a un partage incroyable. C'est ça, ça fait partie de mon histoire, mais c'est pas mon histoire. Exact. Oui. Exact. Donc, on apprend énormément. Étant maman, aujourd'hui, moi, j'ai vu des femmes devenir mères, des femmes accoucher en maison d'hébergement. J'aime dire aujourd'hui que je porte un peu de chacune d'entre elles dans la mère que je suis aujourd'hui aussi. Ah, c'est beau. C'est très beau, ça, Roxane. Puis, c'est en fond, pour les femmes qui écoutent aujourd'hui ou pour toute autre personne qui écoute, donc, si on rappelle, donc, il y a vraiment la ligne SOS Violence Conjugale, la ligne Contactel. Est-ce qu'il y a d'autres ressources auxquelles vous pensez? Bien, SOS, quand même, le site Internet très bien fait. Au niveau du contrôle coercitif, c'est des notions qui vous intéressent aussi un petit peu plus. Il y a le regroupement qui ont des beaux outils, qui ont des belles trousses en lien avec le contrôle coercitif. Les sites Internet aussi. Sinon, le site web de la Dauphinelle, donc laDauphinelle.org, puis aussi vos réseaux sociaux qui sont... nos réseaux on va les mettre de l'avant. On en est en charge et on en est fiers aussi quand même, malgré que ce ne sont pas des fonctions, en tout cas, qu'on a appris. Voilà, on apprend aussi avec le temps. Non, c'est très bien ce que vous faites. Mais on a, c'est ça, la Dauphinelle sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, c'est vraiment la Dauphinelle. Donc, n'hésitez pas aussi à venir nous voir là-dessus parce qu'on fait aussi beaucoup de sensibilisation. Au même titre qu'on le fait lors de nos ateliers en présentiel, on va le retranscrire aussi de la meilleure manière, en tout cas, sur nos plateformes aussi. Donc, puis s'il y a des entreprises qui voudraient prendre contact avec vous pour offrir un atelier dans leur établissement, comment ils peuvent vous contacter? Mais le courriel, c'est sûr que c'est une des meilleures façons de nous rejoindre. Donc, prévention@laDauphinelle.org, donc qui est notre courriel. Donc, on invite tout le monde à prendre contact avec nous. Ce sont des ateliers qui sont ajustés, adaptables aussi au public. On peut nous faire des demandes particulières si on a envie qu'on aborde un thème plus que l'autre, toujours en lien, bien sûr, avec la violence conjugale. Ce sont des ateliers gratuits. Ça fait tomber une certaine barrière aussi. On sait que des fois, on n'a peut-être pas les fonds nécessaires. C'est important. Et puis, ça fait partie d'une des étapes, d'une des pistes de solution, justement, pour contrer un petit peu cette problématique sociale. C'est la prévention. C'est ce qu'on est en possibilité, en capacité d'offrir. Donc, n'hésitez pas à nous écrire directement, oui. Mais les filles, merci encore d'être venues aujourd'hui pour cette belle discussion. J'apprends à tous les jours avec vous, puis c'est un honneur pour moi d'être sur le CA de la Dauphinelle. Puis j'espère être pendant plusieurs années. Vraiment, ça me touche, puis ça m'indique que je suis sur la bonne voie, dans le sens que moi aussi, je peux faire partie de la solution. C'est ce que j'allais te dire. Merci à toi, Sabrina. Merci déjà pour l'invitation. Merci pour ton implication au conseil d'administration. On l'a dit très récemment aussi. On a un conseil d'administration qui est très proactif, qui fait même plus que certains autres CA. On le sent, l'implication, on le sent, la volonté d'aider, la volonté d'intervenir. Et c'est aussi avec vous et grâce à vous qu'on peut aussi se permettre d'offrir ce qu'on offre dans les ateliers, de continuer d'accompagner les femmes de la meilleure façon possible en tout cas. Donc vraiment, merci à toi, merci à tous les membres de notre CA, de notre magnifique CA de la Dauphinelle et à tous les organismes qui interviennent dans ce mandat-là. Mais merci à vous. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Entre Tête et Cœur pour voir tous les épisodes. Et aussi, on est disponible sur audio, sur Spotify et Apple. Puis, vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux Entre Tête et Cœur sur Instagram. Merci beaucoup. À bientôt.